Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, et je jure que ma famille a fait un sport de me rappeler ma place dans la hiérarchie. Vous savez, comment certaines familles plaisantent sur l'enfant chéri et l'enfant oublié? Dans la mienne, ce n'est pas une blague. C'est pratiquement une tradition à ce stade. Mon frère, Hugo, est le quarterback vedette de leur vie, et moi, eh bien, je suis le type qu'ils appellent quand leur Wi-Fi a besoin d'être réparé. Noël dernier aurait dû être mon premier indice que les choses ne faisaient qu'empirer. Ma femme et moi avions passé des semaines à économiser pour offrir des cadeaux décents à tout le monde, même si nous ne roulons pas sur l'or. Elle a crocheté des écharpes assorties pour ma mère et mon père. J'ai trouvé ce disque vinyle rare que mon père cherchait depuis les années 80, et nous avons offert aux enfants de mon frère un ensemble Lego qu'il réclamait toute l'année. Le salon sentait la cannelle et le pain quand nous sommes entrés, les bras chargés de sacs, fiers d'avoir réussi avec notre budget. Mais quand le moment est venu d'échanger les cadeaux, ma mère s'est éclaircie la gorge et a dit « Julien, mon chéri, je suis vraiment désolée. Nous n'avions pas les moyens d'acheter des cadeaux pour tes enfants cette année. » Elle l'a dit si doucement, comme si elle annonçait une tragédie. J'ai simplement hoché la tête, dit à mes enfants de ne pas bouger, et j'ai fait semblant que ça ne me touchait pas. Je me suis dit, d'accord, les temps sont durs. Peut-être qu'ils ne peuvent vraiment pas, puis j'ai regardé les enfants d'Hugo déchirer le papier cadeau comme dans une publicité pour le matin de Noël, des iPads, des baskets de marque, des blousons en cuir personnalisés avec leurs initiales brodées dans le dos. Tout le salon était une montagne de boîtes, et Hugo était assis au milieu comme le Père Noël, souriant et s'attribuant le mérite de la moitié d'entre eux, même si je savais que maman et papa avaient participé. J'étais assis là avec ce sourire étrange plaqué sur mon visage, l'estomac noué. Ma fille, Chloé, a essayé de cacher sa déception, mais elle a 7 ans. La subtilité n'est pas vraiment son point fort. Elle m'a regardé avec ses grands yeux larmoyants comme si elle me demandait ce qu'elle avait fait de mal. Mon fils, Léo, est simplement devenu silencieux, ses petites mains serrant toujours le livre emballé que nous avions pris pour grand-père. Quand nous nous sommes levés pour partir, papa a gloussé comme s'il venait de raconter une blague que j'avais manquée. « Tu sais que les temps sont durs, fiston » a-t-il dit en me tapotant l'épaule. L'année prochaine sera meilleure. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Parce que voilà le truc, je sais exactement à quel point les temps sont durs pour eux. Papa venait de recevoir une prime au travail. Maman publie encore des photos de ses journées au spa une semaine sur 2. Et je venais de voir Hugo se vanter sur Facebook du grill sur mesure qu'il avait installé sur sa nouvelle camionnette, celle pour laquelle papa s'était porté garant pour le prêt. Je suis rentré en voiture ce soir-là en silence. Ma femme n'a même pas allumé la radio, elle a juste tendu la main et m'a serré la mienne une fois. Les enfants se sont endormis à l'arrière, leurs petites têtes appuyées l'une contre l'autre. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, plus lourd que la colère. C'était ce sentiment creux, engourdi, comme si quelque chose en moi avait finalement eu un déclic. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard à faire défiler de vieilles photos de famille, me demandant quand exactement j'avais cessé d'être leur priorité. Était-ce quand j'ai choisi une école professionnelle au lieu de l'université comme Hugo? Était-ce parce que je travaille comme mécanicien au lieu d'ingénieur? Ou peut-être est-ce simplement parce que je ne leur fais pas bonne figure lors des fêtes de famille? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une série de textos dans le groupe de discussion familiale, des photos des enfants d'Hugo montrant leurs nouveaux cadeaux, maman s'extasiant sur la chance qu'elle avait, papa faisant des blagues sur les petits assistants du Père Noël. Personne n'a mentionné mes enfants. Pas un mot. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, le pouce planant au-dessus du clavier. J'aurais pu laisser passer, mais quelque chose en moi en avait assez de jouer le jeu. Je n'allais pas simplement avaler ça comme chaque année. Et c'est là que j'ai eu l'idée, une petite étincelle au début, mais plus j'y pensais, plus elle se transformait en plan. La semaine après Noël était toujours celle où nous avions le brunch familial décontracté, ce qui dans ma famille signifie que tout le monde se réunit chez maman et papa, se plaint du temps, et fait semblant que rien de gênant ne s'est passé à Noël. Normalement, je me serais défilé, mais ma femme a suggéré que nous y allions. Peut-être que ça apaisera les tensions, a-t-elle dit doucement, bien que le regard dans ses yeux m'ait dit qu'elle n'y croyait pas non plus. Alors, nous y sommes allés. Je me suis garé dans l'allée de mes parents et j'ai remarqué la camionnette flambant neuve d'Hugo garée fièrement devant, celle avec le grill sur mesure et les jantes qui coûtaient probablement plus que la valeur de ma voiture. Il se tenait dehors, une bière à la main, comme s'il attendait pour la montrer. « Regarde ça, petit frère » a-t-il dit dès que je suis sorti de la voiture.
Il a tapoté le rétroviseur latéral. Papa m'a aussi aidé à améliorer la suspension. Elle roule comme un rêve. Tu devrais penser à changer de voiture. J'ai hoché la tête, les lèvres pincées, essayant de ne pas penser au fait que j'avais rafistolé ma vieille voiture à haillons juste pour qu'elle continue de rouler. À l'intérieur, maman mettait déjà la table, fredonnant joyeusement comme si elle n'avait pas juste dit à mes enfants que le Père Noël les avait oubliés cette année. Pendant le brunch, la conversation revenait sans cesse à Hugo, sa promotion, sa camionnette, l'école privée où il pensait inscrire ses enfants. Maman était pratiquement rayonnante, posant des questions, se vantant comme si c'était elle qui avait été promue. Quand ma femme a mentionné, très nonchalamment, que Léo avait reçu un prix à l'école pour sa présence parfaite, maman a souri poliment puis est immédiatement revenue aux enfants d'Hugo. C'est bien, ma chérie. Oh, Hugo, as-tu parlé à tout le monde du récital de piano de Camille? C'était comme si mes enfants étaient invisibles. J'ai surpris Chloé en train de tracer des petits cercles sur la nappe avec son doigt, le visage vide. Puis est venue la partie qui me fait encore serrer la mâchoire quand j'y pense. Maman s'est levée au milieu du dessert et a teinté son verre pour attirer l'attention. Puisque nous sommes tous réunis, dit-elle gentiment, nous voulions faire savoir à tout le monde que nous avons décidé de créer un fonds familial. J'ai froncé les sourcils. Un quoi? Papa a souri comme s'il annonçait une collecte de charité. Un fonds familial. Tout le monde contribue un peu chaque mois pour que nous puissions nous entraider quand les temps sont durs. Les urgences, les anniversaires des enfants, les vacances, vous savez. Pour que les choses soient équitables. Mon estomac s'est noué. Équitable, ai-je répété lentement. Oui, dit maman en me regardant droit dans les yeux. Nous savons que tu as eu un peu de mal cette année, Julien. Et nous voulons nous assurer que nous pouvons tous nous soutenir mutuellement. Pendant une seconde, je me suis presque senti touché, jusqu'à ce qu'Hugo intervienne. Ouais, et ça aidera à couvrir des choses comme quand les enfants ont besoin de nouvelles tablettes pour l'école ou, vous savez, quand quelqu'un veut organiser une grande fête d'anniversaire. J'ai cligné des yeux. Attendez. On parle d'une cagnotte pour les iPads de tes enfants? Le visage de maman s'est crispé. Ne sois pas dramatique. Tout le monde en profitera. Vraiment? Parce que la semaine dernière, mes enfants n'ont même pas eu une paire de chaussettes, mais tes petits-enfants ont eu des blousons de marque. Je ne criais pas, mais ma voix était plus tranchante que je ne l'avais prévu. La pièce est devenue silencieuse pendant un instant. Puis papa a gloussé comme si j'avais raconté une blague. Tu sais que nous avons dû nous serrer la ceinture cette année, fiston. Vous serrez la ceinture sur quoi? Ai-je rétorqué. Vos vacances? Les améliorations de ta camionnette? Hugo a levé les mains, un sourire narquois aux lèvres. Et, ne t'en prends pas à moi juste parce que je réussis bien. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y aurait pas moyen d'apaiser les tensions. Il ne voyait pas ce qu'il faisait, ou pire, il le voyait, et il s'en fichait. J'ai laissé tomber pour le bien des enfants. Mais quand nous sommes rentrés à la maison, je me suis assis dans le garage pendant une demi-heure avant d'entrer. Ma femme est finalement sortie et s'est assise à côté de moi sur la marche froide. Ça va, demanda-t-elle doucement. Non, ai-je admis. Mais je pense que je sais ce que je dois faire. Au cours des semaines suivantes, le groupe de discussion a explosé de nouvelles sur la vie d'Hugo, des photos des enfants au cours de ski, maman demandant à tout le monde de participer pour le costume du récital de danse de Camille, un rappel concernant le fonds familial avec un montant de contribution suggéré qui était ridiculement élevé compte tenu de notre budget. Je n'ai pas répondu au début, mais un soir, maman m'a appelé directement. Julien, mon chéri, as-tu vu le message sur le fonds familial? Il faut vraiment qu'on lance ça. Ton frère a déjà contribué. Bien sûr qu'il l'a fait, ai-je marmonné. Maman a soupiré. Nous voulons juste que tout le monde ait les mêmes opportunités. Tu ne veux pas que tes enfants se sentent exclus, n'est-ce pas? J'ai vraiment ri à ça, un son court et sans humour. Ils sont déjà exclus, maman. Tu t'en es assuré à Noël. Elle est restée silencieuse un moment. Ne sois pas cruel, Julien. Tu sais que nous aimons tes enfants. Nous essayons juste de... De quoi? De maintenir Hugo sur un piédestal? De s'assurer qu'il n'ait jamais à payer quoi que ce soit par lui-même? Sa voix est devenue sèche. Surveille ton ton. Nous faisons ce qui est le mieux pour la famille. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais.
Mais mes mains tremblaient, et j'ai réalisé que ce n'était plus seulement du favoritisme. C'était de la manipulation. Ils n'ignoraient pas seulement mes enfants, ils essayaient de me faire financer la vie d'Hugo. Quelques jours plus tard, papa m'a envoyé un message qui m'a fait bouillir le sang. Salut, fiston. Juste un rappel pour le fond. On s'est dit que comme les enfants d'Hugo ont de grosses dépenses à venir, tu pourrais doubler ta contribution du premier mois. Tu ne veux pas qu'ils ratent quelque chose, n'est-ce pas? J'ai fixé l'écran, sentant à nouveau ce déclic froid et creux, comme la nuit de Noël. Non, je n'allais pas me laisser culpabiliser pour payer les iPads de leurs enfants pendant que les miens étaient ignorés. Et c'est là que l'idée qui couvait au fond de mon esprit a ressurgi, plus grande, plus nette, plus ciblée cette fois. Je ne voulais pas seulement me retirer. Je voulais qu'ils ressentent ce que nous ressentions. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un texto de maman qui disait simplement « Dîner de famille ce samedi ». Tout le monde vient. Aucune explication, aucun contexte, juste une attente. J'ai failli ne pas y aller. Une partie de moi voulait rester à la maison, commander à emporter, et regarder un film avec les enfants. Mais ma femme m'a convaincu. Si tu n'y vas pas, ils diront simplement que tu es dramatique. Alors, nous y sommes allés. Quand nous sommes arrivés, la maison était en effervescence. La table était dressée comme pour un festin de fête bien plus chic que d'habitude. Des bougies, de la vraie porcelaine, tout le tralala. J'étais confus jusqu'à ce que j'entre dans le salon et que je vois une énorme pile de boîtes emballées contre le mur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ai-je demandé lentement. Maman rayonnait. Oh, nous voulions faire quelque chose de spécial pour les petits-enfants. Pour nous rattraper de Noël. J'ai senti une lueur d'espoir prudente. Peut-être, juste peut-être, avaient-ils vraiment écouté. Peut-être que c'était leur façon de s'excuser d'avoir laissé mes enfants de côté. Puis j'ai vu les enfants d'Hugo débouler dans la pièce, criant d'excitation. C'est l'heure? On peut les ouvrir maintenant? Maman a tapé dans ses mains. Allez-y, le papier a volé partout. Des écouteurs neufs et brillants. Des vêtements de marque. Une foutue Nintendo Switch. J'ai jeté un coup d'œil à mes enfants. Le visage de Chloé s'est illuminé une fraction de seconde, comme si elle pensait que c'était aussi pour eux. Elle s'est assise sur ses genoux, attendant, patiente. Puis j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de cadeau pour mes enfants. Pas une seule boîte avec leur nom dessus. Où sont, comment sais-je, la voix tendue. Maman a dû lire dans mes pensées. Elle a souri avec sympathie. Oh, mon cœur. On s'est dit qu'on attendrait de prendre quelque chose pour les tiens que le fonds familial soit mis en place. On ne veut pas qu'ils se sentent lésés si on ne peut pas égaler ce que les enfants d'Hugo reçoivent. Je l'ai juste regardé fixement. Alors, tu as tout donné aux enfants d'Hugo maintenant, et les miens doivent attendre? Papa est intervenu comme si c'était une solution parfaitement raisonnable. Exactement. Comme ça, on peut s'assurer que tout est équitable. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher, ce rire amer et incrédule qui a fait que tout le monde s'est tourné pour me regarder. Équitable? Vous appelez ça équitable? Hugo a haussé un sourcil. Allons, Julien. Ce ne sont que des cadeaux. N'en fais pas toute une histoire. Mais c'était une histoire. Le visage de Chloé s'est décomposé. Elle n'a pas pleuré, pas devant tout le monde, mais j'ai vu ses petites épaules s'affaisser alors qu'elle glissait du canapé pour aller s'asseoir près de la fenêtre. Léo était assis là, le visage de marbre, agrippant le bord de sa chaise si fort que ses jointures sont devenues blanches. Ma femme a croisé mon regard, la mâchoire crispée, mais elle n'a rien dit. Elle savait que c'était mon moment. Nous partons, me suis-je levé lentement. Maman a cligné des yeux. Ne sois pas ridicule. Le dîner est presque prêt. Non, ai-je dit, plus fort cette fois. Nous partons tout de suite. J'ai rassemblé les enfants, ignorant le petit gloussement d'Hugo derrière moi, et je les ai conduits à la voiture. Ma femme a suivi en silence. Pendant tout le trajet du retour, personne n'a parlé. Ce n'est qu'une fois rentré à la maison et les enfants au lit que j'ai finalement laissé la colère déborder. J'en ai marre, ai-je dit, arpentant la cuisine. J'en ai tellement marre de ça. Ils n'ont pas juste oublié cette fois. Ils l'ont planifié. Ils nous ont invités pour regarder nos enfants rester les mains vides pendant que ceux d'Hugo avaient tout. Ma femme a hoché la tête d'un air sombre. Je sais.
Et il s'attendait à ce que tu souris pendant tout ce temps. J'avale ça depuis des années, me suis-je assis lourdement à la table, passant une main dans mes cheveux. Les petites piques, le favoritisme, la façon dont il traite Hugo comme s'il ne pouvait rien faire de mal. Mais ce soir. J'ai interrompu, secouant la tête. Ce soir, c'était différent. Elle s'est penchée en avant, sa voix calme mais ferme. Alors arrête de les laisser faire. Arrête de te montrer pour eux quand ils ne se montrent pas pour toi. Ces mots m'ont marqué. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 3 appels manqués de maman, un de papa, et un texto enjoué d'Hugo, désolé si on a rendu les choses bizarres hier soir. Maman a dit que tu avais surréagi, mais ne le prends pas personnellement. Les enfants étaient ravis. J'ai fixé le message jusqu'à ce que mon téléphone s'assombrisse et se verrouille. Et puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 2 jours plus tard, pendant que j'étais au travail, mon téléphone a vibré avec une notification du groupe de discussion familiale. C'était une photo d'une immense fête dans le jardin. Des ballons, des bannières, des plateaux de traiteurs alignés sur une table. Maman avait légendé, fête surprise pour Camille. On ne pouvait pas attendre. Elle le mérite. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. La fête de Camille, celle dont il parlait depuis des semaines, celle pour laquelle il m'avait demandé de contribuer via le fonds familial. Je ne leur avais pas envoyé un centime, et ils avaient quand même organisé la fête. Et ils ne nous en avaient même pas parlé. J'ai fait défiler les photos, la poitrine serrée. Il y avait des photos des enfants d'Hugo ouvrant d'autres cadeaux, maman et papa souriant, des parents que je n'avais pas vus depuis des mois riant en arrière-plan. Il n'y avait pas une seule chaise vide à cette fête, sauf celle où ma famille aurait dû être assise. Ce soir-là, Chloé est montée sur mes genoux et a demandé « Papa, pourquoi on ne va plus aux fêtes amusantes ?» Je n'avais pas de réponse pour elle. Quelque chose en moi s'est durci. Ce n'était plus seulement du favoritisme. C'était de l'exclusion délibérée, calculée. Et j'ai réalisé quelque chose. Il n'allait pas changer. Pas d'eux-mêmes. Si je voulais que mes enfants arrêtent d'être blessés, si je voulais arrêter de me sentir comme le fils oublié, j'allais devoir faire quelque chose de drastique, quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer. Et c'est là que le plan a vraiment commencé à prendre forme. La semaine après la fête de Camille, la maison semblait plus lourde. Ce n'était pas seulement moi, les enfants étaient plus silencieux aussi. Chloé a cessé de demander quand nous reverrions mamie et papy. Léo restait dans son coin, lisant dans sa chambre, ne sortant que pour les repas. Ma femme et moi échangions ces regards chargés, du genre où les mots ne sont pas nécessaires car nous savions tous les deux que quelque chose avait changé de façon permanente. J'ai continué ma routine au travail, mais même mes collègues ont remarqué que quelque chose n'allait pas. « Ça va, mec ?» m'a demandé mon pote Lucas alors que nous fermions l'atelier un soir. J'ai haussé les épaules, marmonné quelque chose à propos de problèmes de famille, et je suis parti avant qu'il ne puisse insister. Le pire, c'était le groupe de discussion. Chaque jour, sans faute, un nouveau message apparaissait, des photos de la pendaison de crémaillère d'Hugo, des clips des enfants jouant avec leur nouvelle Switch, maman demandant l'avis de tout le monde sur les vacances en famille qu'il prévoyait pour le printemps, des vacances auxquelles je n'étais clairement pas invité. Du moins, pas encore. Finalement, j'ai mis le chat en sourdine. Je ne l'ai pas quitté, pas encore, mais je ne pouvais plus supporter une autre mise à jour joyeuse pendant que mes enfants étaient assis à la maison à se demander pourquoi ils n'étaient pas inclus. Un soir, je me suis à nouveau assis dans le garage, fixant les outils accrochés au mur. La légère odeur d'huile et de graisse me ramenait à la réalité. Ma femme est sortie et s'est appuyée contre le cadre de la porte. « Tu ne peux pas continuer à te faire ça », dit-elle doucement. Je sais, ma voix semblait plate. Mais si j'arrête de me montrer complètement, ça leur donnera juste plus de munitions. Vous voyez, Julien est encore difficile. Julien ne veut pas faire partie de la famille. Elle s'est approchée, s'est assise à côté de moi, et a posé une main sur mon genou. Tu ne leur dois pas ta tranquillité d'esprit juste pour éviter leur commérage. Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. J'ai réalisé que j'avais joué un rôle me présentant aux événements familiaux, souriant à travers les dents serrées, prétendant que tout allait bien juste pour ne pas être étiqueté comme le problème. Et pourquoi? Cela ne les a pas empêchés d'exclure mes enfants. Cela ne les a pas empêchés de demander de l'argent. Cela ne les a pas empêchés d'organiser une fête dans notre dos et de la publier comme si c'était une grande victoire. Quelque chose devait changer. Alors, j'ai commencé petit.
J'ai arrêté de me porter volontaire pour recevoir. J'ai arrêté de réorganiser mon horaire de travail pour participer à leurs événements. J'ai commencé à donner la priorité aux activités de mes enfants, même si cela signifiait manquer un dîner du dimanche. Au début, maman l'a remarqué. Elle m'a appelé un soir, la voix sèche. « Julien, on ne t'a pas vu au brunch aujourd'hui. Tout va bien ? » « Oui, » ai-je dit d'un ton égal. Léo avait un projet de science à rendre. On est resté à la maison pour le finir. Elle a ricané. « Eh bien, tu aurais pu venir après. » « On ne voulait pas, » ai-je dit, la coupant. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne, puis un glacial, je vois. Après ça, j'ai eu de moins en moins de ces nouvelles. Mais prendre mes distances n'a pas fait disparaître la douleur par magie. Au contraire, ça l'a aggravée parce que maintenant, j'avais l'espace pour la ressentir vraiment. Un soir, après que les enfants se soient endormis, je me suis assis à la table de la cuisine à faire défiler de vieilles photos sur mon téléphone. Il y en avait une d'il y a 3 ans, mon père tenant Léo à sa fête de 5e anniversaire, tous les deux souriants, du glaçage étalé sur les joues de Léo. À l'époque, nous étions encore tous proches. À l'époque, je croyais encore que mes parents aimaient mes enfants autant que ceux d'Hugo. J'ai posé le téléphone et je suis resté assis là, à ne rien regarder. J'ai réalisé que je faisais le deuil de quelque chose qui n'était pas mort, pas encore, mais qui devait peut-être l'être. C'était le point le plus bas. Le point de rupture est survenu une semaine plus tard. C'était un samedi matin pluvieux quand papa a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de décrocher. « Salut, fiston », dit-il nonchalamment, comme si de rien n'était. « Écoute, le paiement de la camionnette d'Hugo est arrivé un peu plus tôt que prévu ce mois-ci. On pensait que ce serait une bonne occasion pour le fonds familial d'intervenir. » Je suis devenu très calme. « Il n'y a pas de fonds familial, papa. Du moins, pas un auquel j'ai consenti. » Il a soupiré comme si j'étais difficile. « Julien, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. C'est juste un paiement. Tu peux te le permettre. » J'ai vraiment ri. « Tu me demandes à moi, le gars dont les enfants n'ont rien eu pour Noël, de payer pour la camionnette d'Hugo ? Tu sais, il a beaucoup de choses sur les bras en ce moment, » dit papa d'un ton irrité. « Il ne peut pas tout faire tout seul. » Ma main s'est crispée sur le téléphone. Moi non plus. Mais ça ne semble pas t'inquiéter. Surveille ton ton, a-t-il claqué. J'ai raccroché sans dire au revoir. Je suis resté assis en silence pendant un long moment après cet appel, le cœur battant. C'est là que quelque chose en moi a eu un déclic pour la dernière fois. Il ne s'agissait plus de paix. Il ne s'agissait plus d'essayer de garder la famille unie. Il s'agissait de respect, et je n'en obtiendrai pas tant que je ne cesserai pas de le demander et que je ne commencerai pas à l'exiger. Cette nuit-là, pendant que les enfants regardaient un film, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à parcourir mes dossiers, relevés bancaires, déclaration de revenus, registre de propriété. Je ne savais pas encore exactement ce que je cherchais, mais je savais que je devais mettre de l'ordre dans mes affaires car lorsque je passerais enfin à l'action, je voulais qu'il leur soit impossible de m'ignorer. Une fois que j'ai pris la décision d'arrêter de mendier le respect, c'est comme si un interrupteur avait été actionné. Je me suis réveillé le lendemain matin avec une étrange clarté, comme si j'avais enfin déposé un poids que je portais depuis des années. La première chose que j'ai faite a été d'examiner attentivement nos finances. Je suis resté éveillé tard cette nuit-là avec mon ordinateur portable, passant tout en revue, ligne par ligne. Pour la première fois, je n'essayais pas seulement de survivre, je pensais de manière stratégique. Si ma famille allait continuer à nous traiter comme des citoyens de seconde zone, alors j'allais m'assurer que nous soyons assez forts pour ne plus jamais avoir besoin d'eux. J'ai supprimé tout ce qui n'était pas essentiel. Vieux abonnements, achats impulsifs terminés. J'ai appelé un ami qui m'avait demandé de l'aider en parallèle pour des restaurations de voitures, et j'ai dit oui. Les week-ends qui étaient autrefois passés lors d'événements familiaux étaient maintenant passés à l'atelier, les mains plongées dans la graisse de moteur. Mais pour la première fois, ça ne me dérangeait pas. Chaque euro supplémentaire que nous gagnions allait directement dans nos économies. Ma femme a remarqué le changement en premier. « Tu sembles plus léger », a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis ensemble sur le canapé. « Je le suis », ai-je admis. C'est comme si j'avais enfin arrêté de jouer leur jeu, le travail d'appoint a commencé à rapporter plus vite que je ne l'avais prévu. En quelques mois,
nous avions économisé assez pour rembourser la dernière partie de la dette que nous traînions depuis la naissance de Chloé. Pour la première fois depuis des années, nous avions une marge de manœuvre, et cette marge de manœuvre m'a donné des idées. Un des gars avec qui je travaillais a mentionné qu'un petit garage commercial de l'autre côté de la ville cherchait un nouveau propriétaire. Ce n'était pas luxueux, mais il avait une bonne structure, 3 bails, une salle d'attente, et une clientèle fidèle. Le propriétaire prenait sa retraite et voulait le vendre à bas prix. Au début, j'ai hésité. Acheter une entreprise me paraissait énorme, risqué. Mais c'est ma femme qui m'a poussé. Tu gères la moitié de cet atelier depuis des années, a-t-elle dit. Pourquoi ne pas gérer le tien? Alors, nous l'avons fait. J'ai rassemblé toutes nos économies, obtenu un petit prêt, et signé les papiers. Et voilà, nous étions propriétaires d'une entreprise. Les premiers mois ont été difficiles, de longues journées, des nuits encore plus longues, mais c'était à nous. J'ai tout mis dans cet atelier, de nouveaux outils, une nouvelle couche de peinture sur les murs, un logo que Chloé a aidé à concevoir. Léo a aménagé un petit coin avec du café gratuit et des livres de coloriage pour les enfants des clients. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les gens aimaient que nous soyons locaux, une entreprise familiale, et honnête. En 6 mois, les affaires étaient florissantes. J'ai embauché 2 gars supplémentaires pour aider avec la charge de travail et j'ai même réussi à m'accorder une modeste augmentation de salaire. Et chaque semaine qui passait, je me sentais un peu plus grand. Ce n'était pas seulement une question d'argent, bien que cela ait certainement aidé. C'était une question de contrôle. Pour la première fois, je ne dépendais de l'emploi du temps de personne d'autre, de l'approbation de personne d'autre. Pendant ce temps, mes parents envoyaient encore des textos occasionnels sur les nouvelles de la famille, mais j'ai remarqué que le ton avait changé. Il y avait moins de vantardise, plus de pêche aux informations. Comment va l'atelier? Demandait papa. Les affaires marchent bien? Je gardais mes réponses courtes. Bien, répondais-je. Rien de plus. Moins je leur en donnais, plus ils semblaient curieux. Puis est arrivé le moment qui m'a fait réaliser à quel point les choses avaient changé. Un vendredi soir, nous fermions l'atelier quand un client est arrivé à la dernière minute avec une voiture nécessitant des réparations urgentes. Je suis resté tard pour la finir moi-même. Et quand l'homme est revenu la chercher, il m'a tendu de l'argent liquide et a dit « Vous venez de sauver mon week-end, mec. Gardez la monnaie. » C'était un pourboire de 100 €. Je suis rentré en voiture ce soir-là, les mains encore pleines de graisse, souriant comme un idiot. Ma femme m'a accueilli à la porte, et quand je lui ai montré l'argent, elle a ri et m'a serré si fort dans ses bras que j'ai failli le laisser tomber. C'est là que j'ai compris. Nous ne survivions plus seulement. Nous étions en train de gagner. Les enfants l'ont remarqué aussi. Chloé a commencé à parler d'économiser pour un clavier afin de prendre des leçons de piano. Léo a demandé si nous pouvions construire une cabane dans le jardin. De petites choses, mais elles semblaient être la preuve que nous allions enfin de l'avant. Et chaque fois que je voyais leur sourire, je sentais ma détermination se renforcer, parce que pendant que nous construisions quelque chose de réel, mes parents et Hugo jouaient toujours leur jeu. Ils envoyaient encore des invitations à des événements auxquels nous serions ravis que vous assistiez, toujours avec une contrepartie financière, contribuer au fond, apporter un plat, aider à nettoyer. J'ai ignoré la plupart d'entre elles. Puis un après-midi, maman a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Julien, dit-elle, d'un ton excessivement enjoué. Nous prévoyons un grand dîner de famille le mois prochain. Ton père et moi aimerions vraiment que tu viennes. Ça fait trop longtemps. Ai-je dit d'un ton évasif. Et elle a ajouté, baissant la voix, Hugo a mentionné que tu t'en sors bien avec l'entreprise. Nous sommes si fiers de toi. Voilà. La pêche aux informations. Merci, ai-je dit d'un ton égal. Eh bien, a-t-elle continué, nous pensions qu'il serait peut-être agréable de faire une petite collecte de fonds pour le fonds familial pendant que tout le monde est réuni. Tu sais, puisque les choses vont si bien pour toi. Peut-être que tu pourrais aider à donner le ton avec une contribution généreuse. J'ai vraiment souri parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Il pensait toujours que j'étais le même Julien qui ouvrirait discrètement son portefeuille juste pour maintenir la paix. Mais je n'étais plus ce type-là. J'avais un avantage maintenant, de l'argent, de l'indépendance, une entreprise qui grandissait chaque jour, et un plan qui se formait au fond de mon esprit, plus net et plus détaillé à chaque interaction. S'ils voulaient me mettre en vedette à leur petit dîner, très bien.
Je leur donnerai de quoi parler. L'appel avec maman m'est resté en tête pendant des jours. Non pas à cause de ce qu'elle a dit, mais de la manière dont elle l'a dit, comme si elle m'invitait à jouer un rôle dans une sorte de performance familiale. J'ai su alors que je n'allais pas simplement décliner leur demande de contribution généreuse, j'allais utiliser ce dîner comme scène pour quelque chose de plus grand. Alors, j'ai commencé à me préparer. La première chose que j'ai faite a été de m'asseoir avec ma femme et de lui dire tout ce que je pensais. Nous étions assis à la table de la cuisine, une pile de factures poussée sur le côté, les enfants au lit à l'étage. Je pense qu'ils s'attendent à ce que je vienne à ce dîner et que je leur donne de l'argent, ai-je dit. Elle a haussé un sourcil. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'ai souri, le premier vrai sourire non forcé que j'avais eu depuis des semaines. Pas ce qu'ils pensent. Elle s'est penchée en arrière, croisant les bras. D'accord, dis-moi. Alors, je l'ai fait. Je lui ai raconté comment j'avais gardé des preuves, littérales et métaphoriques, de tout ce qu'ils avaient fait, comment j'avais sauvegardé des captures d'écran de textos, copié des messages du chat familial, et même gardé le message vocal de papa me demandant de couvrir le paiement de la camionnette d'Hugo. Elle a hoché la tête lentement. Et qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais je sais une chose. Je n'entre pas dans ce dîner en étant le même Julien qu'ils pensent pouvoir culpabiliser pour qu'ils paient. Je veux qu'ils voient exactement ce qu'ils ont fait, et je veux qu'ils le ressentent. À partir de cette nuit-là, je me suis sérieusement mis à rassembler tout ce dont je pourrais avoir besoin. J'ai parcouru des années de messages, extrayant chaque exemple de favoritisme, chaque gaffe du type « ne le dis pas à Julien », chaque fois qu'ils avaient exclu mes enfants de quelque chose. J'ai tout mis dans un dossier sur mon ordinateur portable, organisé par année. C'était dégrisant de voir tout ça étalé comme ça. Ce n'était pas juste un mauvais Noël ponctuel ou une seule fête manquée, c'était un schéma qui s'étendait sur des années. Plus je creusais, plus je réalisais à quel point c'était profond. Il y avait un fil de discussion d'il y a 2 ans où maman et papa planifiaient des vacances surprises pour les enfants d'Hugo. Et au milieu, maman a envoyé un texto « N'invite pas la famille de Julien cette fois. Il se plaindra juste du coup. » J'ai fixé ce message pendant un long moment, sentant ma mâchoire se crisper. Il ne nous avait pas seulement laissé de côté par accident, il l'avait délibérément choisi. C'est là que mon plan est passé d'une prise de distance silencieuse à quelque chose de plus délibéré. S'il voulait faire de ce dîner une scène, j'allais aussi en faire une scène, mais pour la vérité. En même temps, l'atelier continuait de croître. Le bouche-à-oreille se propageait comme une traînée de poudre. Et un après-midi, un client est entré et a tout changé. Il s'appelait Monsieur Dubois, un homme plus âgé avec une voiture de collection qui nécessitait de gros travaux. Nous avons commencé à discuter pendant que je travaillais dessus, et il s'est avéré qu'il possédait 3 propriétés commerciales en ville, y compris la zone commerciale où se trouvait mon atelier. « Vous êtes le nouveau propriétaire, n'est-ce pas ?» dit-il avec un sourire. « Oui », ai-je dit en m'essuyant les mains. « Je suis ici depuis environ 6 mois. » Il a hoché la tête avec approbation. « Vous faites du bon travail. Avez-vous déjà pensé à vous agrandir ?» J'ai cligné des yeux. Honnêtement, tous les jours, mais je pensais que ce serait pour dans quelques années. Il a gloussé. Eh bien, continuez ce que vous faites. Quand le local à côté de vous se libérera, je vous donnerai la priorité. Il vaut mieux avoir un bon locataire qui s'agrandit que de parier sur quelqu'un de nouveau. Je l'ai remercié, mais à l'intérieur, j'étais en effervescence. Agrandissement. Plus d'espace, plus de bail, plus de revenus. Et juste comme ça, j'avais une autre carte à jouer. Parce que s'il y avait une chose que je savais sur ma famille, c'est qu'ils se souciaient des apparences. Et arriver à ce dîner en tant que propriétaire d'entreprise prospère qui parlait déjà d'agrandissement, ça allait avoir un tout autre impact. En attendant, je me suis assuré que chaque partie de ma vie était bien en ordre, finances en règle, registres commerciaux impeccables, épargne personnelle à un niveau record. S'ils allaient essayer de me dépeindre comme le fils en difficulté qui avait besoin de leurs conseils, ils n'auraient aucun argument solide. Puis, environ une semaine avant le dîner, j'ai reçu un message d'Hugo. « Salut mec, juste pour te prévenir. Maman prévoit de faire une grande annonce au dîner. Elle veut que tout le monde soit là. Ne te défile pas cette fois. » J'ai fixé ce message pendant un long moment, mon esprit déjà en ébullition. Une grande annonce. J'avais le pressentiment de savoir ce que c'était, probablement quelque chose sur le fond familial,
peut-être même me mettre sur la sellette devant tout le monde. Parfait, ai-je répondu avec un simple « nous serons là ». Mais à l'intérieur, quelque chose s'était mis en place. C'était le moment. Tout ce que j'avais ressenti, toute la frustration, toute la colère, toute la douleur allait atteindre son paroxysme à ce dîner. Et pour la première fois, je ne le redoutais pas. J'avais hâte d'y être. J'ai passé les jours suivants à peaufiner mes preuves, imprimant quelques messages clés, et compilant des captures d'écran en une chronologie bien nette. Je ne savais pas encore exactement comment je les utiliserais, mais je savais que je voulais les avoir prêtes. J'ai aussi passé quelques appels discrets, un à mon comptable, un à un ami qui faisait du marketing, et un à mon pote Lucas de l'atelier. Ils ne connaissaient pas tous les détails, mais ils en savaient assez pour m'aider à m'assurer que tout ce qui concernait mon entreprise paraisse aussi professionnel que possible. Au moment où la soirée du dîner est arrivée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années en entrant chez mes parents, de la confiance. Fini les sourires discrets. Fini les rires forcés. Cette fois, j'y allais selon mes propres termes. Et quand j'ai vu le sourire suffisant d'Hugo de l'autre côté de la pièce et que j'ai entendu maman crier « Voilà mon garçon !» Nous sommes si contents que tu sois venu, j'ai juste souri en retour, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le soir du dîner, nous sommes arrivés chez mes parents pile à l'heure, ce qui était une première. D'habitude, c'est nous qui arrivions en courant à la dernière minute, en nous excusant, en essayant de nous glisser dans des conversations déjà commanditées sans nous. Pas ce soir. Ce soir, je suis entré la tête haute, tenant la porte ouverte pour ma femme et mes enfants. Chloé serrait le dessin qu'elle avait fait pour mamie, Léo portait la miche de pain frais que nous avions apportée d'une boulangerie locale. La première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point la maison était bondée. Tout le monde était là, grands-parents, cousins, tantes, oncles. Hugo se tenait près de la cuisine, une bière à la main, souriant comme s'il m'attendait. Julien, dit maman vivement, s'avançant pour me serrer dans ses bras. Tellement contente que tu aies pu venir. Et tu as apporté du pain. Parfait. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit, ma voix calme et posée. Le dîner fut bruyant comme d'habitude, mais cette fois, je ne me suis pas effacé. J'ai demandé à mes cousins des nouvelles de leur travail, j'ai ri aux blagues de mon oncle, et j'en ai même raconté quelques-unes. Pour une fois, je me sentais en contrôle. Mais le vrai moment est venu après le dessert. Maman a teinté son verre, debout en bout de table. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention, dit-elle avec un sourire. Nous voulions partager quelque chose d'excitant avec vous ce soir. J'ai senti tous les regards se tourner vers elle, et j'ai su que c'était le moment, celui qu'elle avait préparé. Comme vous le savez tous, nous parlons de mettre en place un fonds familial, a-t-elle continué. Et nous pensons que c'est le moment idéal pour le rendre officiel. C'est un moyen pour nous de nous soutenir les uns les autres, de nous assurer que les enfants ne manquent jamais de rien, et de garder cette famille forte pour les générations à venir. Il y eut des murmures d'approbation autour de la table. Hugo se leva à côté d'elle, applaudissant. Et nous demandons à tout le monde de contribuer. Ce que vous pouvez, bien sûr. Mais nous pensions qu'il serait peut-être bien que Julien lance les choses. Pour donner le ton au reste d'entre nous. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Autrefois, mon estomac se serait noué. J'aurais cherché mon portefeuille en tâtonnant, j'aurais donné plus que nous ne pouvions nous le permettre, et je serais resté assis là, le visage rouge, pendant que tout le monde applaudissait poliment. Pas ce soir. Ce soir, j'ai souri. Je serais heureux de lancer les choses, ai-je dit, en sortant le dossier que j'avais apporté. Je l'ai posé sur la table devant moi et l'ai ouvert lentement, laissant la pièce se calmer. Mais avant de faire ça, je pense qu'il est important que nous soyons tous sur la même longueur d'onde quant à ce que signifie vraiment le soutien familial. Il y eut une pause. Que veux-tu dire, demanda maman, son sourire vacillant légèrement. J'ai sorti la première page, une impression du texto d'il y a 2 ans, celui où elle disait à papa de ne pas nous inviter en vacances parce que je me plaindrais du coup. Je l'ai lu à voix haute. La pièce est devenue silencieuse. Puis j'en ai sorti une autre, la capture d'écran du message me demandant de doubler ma contribution au fonds familial parce que les enfants d'Hugo avaient de grosses dépenses à venir. Et une autre, la photo de la fête surprise de Camille à laquelle nous n'avions pas été invités. Et une autre, le message vocal de papa me demandant de couvrir le paiement de la camionnette d'Hugo. J'ai posé chaque pièce soigneusement sur la table, ma voix calme et égale, expliquant exactement ce que c'était et ce que cela nous avait fait ressentir, à moi et à mes enfants.
Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit la vérité. Quand j'ai eu fini, la table était silencieuse. Le sourire narquois d'Hugo avait disparu. Maman avait l'air d'avoir été giflée. La mâchoire de papa était serrée, son visage rouge. Alors, ai-je dit finalement, me penchant en arrière sur ma chaise. Avant de parler de contribution, je veux m'assurer que tout le monde comprend pourquoi nous ne participerons pas, j'ai laissé les mots en suspens. Nous avons été exclus des anniversaires, des vacances, même de Noël, ai-je continué, et à chaque fois, nous avons souri et n'avons rien dit parce que nous ne voulions pas faire de vagues. Mais ça s'arrête ce soir. J'en ai assez d'apprendre à mes enfants qu'être silencieux équivaut à être respecté. J'ai vu la main de ma femme se glisser dans la mienne sous la table, une petite pression de solidarité. Vous voulez créer un fonds familial, ai-je dit, en regardant mes parents droit dans les yeux. Super. Mais vous devrez le faire sans nous. Nous ne sommes pas intéressés à payer pour les fêtes des autres pendant que nos enfants sont à la maison à se demander pourquoi ils n'ont pas été invités. Pendant un long moment, personne n'a rien dit. Puis Hugo a ricané. Waouh, Julien. Vraiment dramatique. Tu aurais pu simplement dire non. Je me suis tourné pour le regarder, toujours calme. J'ai dit non, à plusieurs reprises. Tu n'aimais simplement pas l'entendre. Son visage est devenu rouge, mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, j'ai plongé une dernière fois la main dans mon dossier et j'en ai sorti une seule feuille de papier, la carte de visite que mon comptable m'avait faite, me présentant comme propriétaire et exploitant de mon atelier, avec une petite note sur notre prochaine expansion. Je n'ai pas besoin de votre argent, ai-je dit, en la posant doucement sur la table. Je n'ai pas besoin de votre fonds. Je n'ai besoin de rien de votre part, sauf de la distance. Et puis je me suis levé. Nous partons, ai-je dit doucement. Je n'ai pas repoussé ma chaise brutalement. Je ne suis pas sorti en trombe. J'ai juste rassemblé mes enfants, qui regardaient avec de grands yeux mais étrangement calmes, et je les ai conduits vers la porte. Mais avant de partir, je me suis retourné une dernière fois. Vous vouliez que je donne le ton ce soir, ai-je dit. Considérez qu'il est donné. Et sur ce, je suis sorti, laissant derrière moi la table, les papiers, et le silence stupéfait. Le trajet du retour fut silencieux au début, mais pas de ce silence lourd que nous portions depuis des mois. Celui-ci était plus léger, presque paisible. Chloé le brisa la première. « Papa » demanda-t-elle doucement depuis la banquette arrière. « Oui, ma puce ?» Elle sourit un peu. « Tu n'as pas crié. » Je l'ai regardé dans le rétroviseur. « Non, ai-je dit. »« Pas besoin. » Léo hocha la tête, solennel comme toujours. « Tu as dit la vérité. » Cela m'a touché plus que je ne l'aurais cru, parce qu'il avait raison. Et c'était exactement ce que je voulais qu'il voie. Quand nous sommes rentrés, mon téléphone bourdonnait déjà, 10 appels manqués, 3 messages vocaux, et plus de textos que je ne pouvais en compter. Je l'ai posé face contre table sur le comptoir et je l'ai laissé là. Le lendemain matin, ça a recommencé. Maman a appelé la première. « Julien » dit-elle dès que j'ai répondu, la voix tendue. « Je n'arrive pas à croire que tu nous aies embarrassés comme ça hier soir. » « Je ne vous ai pas embarrassé, ai-je dit calmement. J'ai juste dit la vérité. »« Tu n'avais pas à le faire devant tout le monde » a-t-elle claqué. « Si, ai-je dit doucement, je le devais. Parce que si je l'avais dit en privé, vous l'auriez balayé d'un revers de main comme vous le faites toujours. De cette façon, personne ne peut prétendre que ce n'est pas arrivé. » Elle est restée silencieuse un long moment, puis a dit doucement, « Tu as beaucoup contrarié ton père. » Bien, ai-je dit. Peut-être que maintenant il y réfléchira à 2 fois avant de me demander de payer pour la camionnette d'Hugo. Elle a eu un hoquet, scandalisé. Tu es cruel. Non, ai-je dit, je suis clair. Et puis j'ai raccroché. Au cours des jours suivants, les répercussions se sont propagées dans la famille. Une tante m'a envoyé un texto en privé pour dire qu'elle se mordait la langue depuis des années, qu'elle avait vu comment mes parents nous traitaient et se sentait coupable de ne pas s'être exprimés plus tôt. Une cousine a appelé et s'est excusée de n'avoir jamais invité mes enfants à ses fêtes à la piscine, disant qu'elle avait simplement suivi ce que sa grand-mère planifiait. Même mes grands-parents, qui s'impliquaient rarement, ont envoyé une carte par la poste qui disait simplement « Nous sommes fiers que tu aies défendu ta famille ». Mais la réaction la plus bruyante, bien sûr, est venue d'Hugo. Il a appelé 3 nuits après le dîner, la voix tendue de colère. «
Tu te prends pour un héros, a-t-il ricané. Tu as juste tout empiré. Maman n'a pas arrêté de pleurer depuis samedi. Peut-être qu'elle devrait réfléchir à la raison pour laquelle elle pleure, ai-je dit d'un ton égal. Cette famille allait bien jusqu'à ce que tu décides de tout ramener à toi, a-t-il rétorqué. J'ai failli rire. Hugo, cette famille a toujours tourné autour de toi. J'ai juste fini par le dire à voix haute. Il a commencé à dire autre chose, mais je l'ai coupé. Ne m'appelle plus, sauf si c'est pour t'excuser, ai-je dit, et j'ai raccroché. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait calme. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelques semaines plus tard, maman et papa se sont présentés à l'atelier. J'étais en train de faire une vidange quand j'ai vu leur voiture entrer sur le parking. Mon estomac s'est noué un instant, mais ensuite je me suis levé, je me suis essuyé les mains, et je suis sorti à leur rencontre. Julien, dit papa d'un ton bourru. Papa, ai-je dit, en gardant une voix égale. Il y eut une longue pause avant que maman ne parle enfin. Nous n'avions pas réalisé à quel point c'était devenu grave, dit-elle doucement. Nous pensions juste. Nous pensions que ça te convenait. Que ça ne te dérangeait pas, j'ai haussé un sourcil. Ça ne me dérangeait pas que mes enfants soient exclus. Ça ne me dérangeait pas qu'on me demande de payer pour des choses auxquelles je n'étais même pas invité. Elle a tressailli. Non, je suppose que nous n'y avons pas pensé comme ça. Pour la première fois, je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Je pensais ce que j'ai dit, leur ai-je dit. J'en ai assez de faire semblant. J'en ai assez de laisser mes enfants grandir en pensant qu'il est normal d'être traités comme s'ils n'avaient pas d'importance. Si vous voulez faire partie de leur vie, vous le pouvez, mais ce doit être sur un pied d'égalité. Fini les fêtes secrètes. Fini le traitement de faveur pour les enfants d'Hugo. Fini les culpabilisations. Papa se tortilla, mal à l'aise. Et si nous ne pouvons pas promettre ça? J'ai haussé les épaules. Alors vous ne nous verrez pas. C'est aussi simple que ça. Nous sommes restés là un long moment, l'air lourd entre nous. Finalement, maman hocha lentement la tête. Nous essaierons, dit-elle. Ce n'étaient pas des excuses, pas vraiment, mais c'était un début. Ils sont partis quelques minutes plus tard, et je suis retourné au travail, les mains fermes. Ce week-end-là, pour la première fois depuis des mois, mon téléphone a vibré avec un message de maman dans le groupe de discussion familiale. Dîner chez nous dimanche, disait-il. Tout le monde est invité. Et cette fois, quand nous sommes arrivés, il y avait 4 sacs cadeaux près de la porte, 2 avec les noms des enfants d'Hugo, et 2 avec les miens. Le visage de Chloé s'est illuminé quand elle a vu le sien, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine se détendre. Ce n'était pas parfait. Ce ne le serait peut-être jamais. Mais c'était différent. Et alors que j'étais assis à table ce soir-là, regardant mes enfants rire, manger et être réellement inclus, j'ai réalisé que c'était la vraie vengeance. Pas le silence dans lequel je les avais laissés, pas les papiers que j'avais posés sur la table, mais le fait qu'ils traitaient enfin mes enfants comme s'ils comptaient. Alors que nous rentrions en voiture, Chloé s'est penchée depuis la banquette arrière et a dit « Papa. » « Oui, ma puce. » Elle a souri. C'était amusant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri en retour et je le pensais. Oui, ai-je dit. Ça l'était. Et juste comme ça, j'ai su que le jeu avait changé.